Cette série de podcasts vous est proposée par l'Association des blogueurs togolais, dans le cadre du projet intitulé Blogueurs engagés pour une information fiable et sécurisée et soutenu par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, France en Côte d'Ivoire, MacCom et Inades Formation. Mes chers auditeurs, recevez mes salutations de là où vous nous écoutez et nous nous entretenons encore une fois dans le cadre de la sensibilisation sur l'information et la cybersécurité portée par l'Association des blogueurs togolais. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche à la tenue de comportements responsables pour tous et par tous pour un environnement numérique sûr et sécurisé. Aujourd'hui, on verra qu'à travers nos agissements, on a vite fait de tomber dans des cadres de cyberharcèlement. Et voilà, le cyberharcèlement, c'est quand même un fléau qui fait partie du champ de la cybercriminalité, mais qui, souvent, comme on le verra peut-être tout à l'heure, est peut-être peu considéré sous nos cieux. Étant donné qu'à travers cette initiative, nous voulons promouvoir un environnement numérique plus safe grâce à des comportements éclairés, responsables de tout un chacun, etc., nous voulons pousser à réfléchir ensemble sur la manière dont nous consommons, nous produisons et diffusons du contenu afin d'en tirer des enseignements et recommandations pratiques quant à notre présence en ligne. In a nutshell, hein, toute considération faite pour cet épisode, et parce que l'expérience enseigne et renseigne mieux que tout, je vais être accompagné d'une invitée qui a bien voulu ou qui veut bien partager un peu de ce qu'elle a vécu. Et c'est le lieu pour moi de dire bonjour à Clémence ou bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, je vais bien, merci. Et toi? Écoute, ça va très bien, merci. Je veux te remercier de prendre ton temps, de nous accorder un peu de ton temps pour nous entretenir sur ce sujet et puis partager un peu de ton vécu, de la petite douleur que tu as traversée au cours de ces dernières semaines ou de ces derniers mois en tout cas. Alors, si je comprends bien pour toi, tout a commencé un jour d'avril avec une envie de partager un mot sur ta passion pour la photographie. C'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça. Euh, J'adore la photo, c'est euh, une de mes raisons d'être, on va dire. Et Hmm, du coup, ça m'a beaucoup aidé durant certains moments compliqués de vie, notamment des périodes dépressives et tout ça. hmm, Euh, et le lundi d'avril en question, l'idée était d'inviter les femmes sur Lomé qui voudraient pouvoir se voir autrement, hmm. notamment à travers un appareil photo posé, raconter leur histoire de façon résiliente, tout ce qu'elles veulent montrer de qui elles sont, pour se Hmm. réapproprier leur image et pouvoir voir à quel point ce sont de belles âmes à me joindre. Et j'avais proposé de me laisser un message en DM, en message direct sur Instagram, sur mon compte Instagram, et que je viendrai avec mon appareil photo et qu'on pourra faire des séances photos pour pouvoir, on va dire, empowerment. Hmm. Et le matin, là, j'ai laissé la vidéo comme ça avant d'aller au travail. Il faut savoir qu'à côté, je suis administratrice culturelle. Je travaille dans la culture, professionnelle de la culture, on va dire, sur Lomé. Donc, j'ai fini la vidéo le matin, là. Je l'ai postée sur mon compte Instagram et je suis allée au bureau. Et dans cet intervalle de temps-là, il y a eu une vague d'abonnements, de likes, etc. Sur le départ, je me suis dit, OK, bon. Et je pensais que ça allait vite fait se tasser, que les vraies cibles, les vrais destinataires de mon message, les femmes de Lomé en l'occurrence, allaient, je l'espérais, me contacter pour qu'on puisse faire les sessions de photos comme
je pensais l'initier, mais à la place, je me suis retrouvée avec des gens du monde entier, précisément des hommes de différents horizons, qui n'étaient concentrés que sur la taille de ma poitrine. Il Mm. faut savoir que j'ai une poitrine généreuse de nature et que peu importe ce que je porte, ça se fait voir d'une Mm. façon comme d'une autre. Et à ce qu'il paraît, dans la vidéo, on ne verrait principalement que ça. Donc les commentaires se sont totalement éloignés, n'ont même pas pris en compte le message de on peut guérir par l'art, on peut se sentir mieux par l'art, on peut se raconter et se réapproprier soi par l'art, la photographie. Mais ça a tourné en... Elle a de grosses pertes, excusez-moi le terme. Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'entends pas tellement je suis concentrée sur sa poitrine. Enfin, plein de commentaires salaces, on va dire, pour un départ. Et très, très, très vite, ces messieurs se sont permis de m'écrire directement sur mon compte, genre message direct sur Instagram, pour diverses... je sais même pas quel mot utiliser, parce que je pense que quelque part, malgré que ça fait quoi, avril, mai, juin, juillet, pratiquement 3 mois maintenant, je me demande toujours comment, enfin pourquoi ou qu'est-ce qui leur a donné cette sensation de se sentir assez légitime pour écrire à quelqu'un qui ne connaisse pas d'Adam ni d'Ève euh, pour se permettre ce genre de choses. Donc, il y a eu ceux qui m'ont demandé si j'avais un OnlyFans. Il y a ceux qui se sont permis de dire de gros mots par rapport à la poitrine. Il y a ceux qui se sont sentis obligés de défendre ceux qui disaient des gros mots. Il y a ceux qui ont fait, oui, tu sais, tu es une femme sur les réseaux, sur Internet, il faut se couvrir un peu plus. Il y a ceux qui disaient dans les commentaires de la vidéo en question que, bon, voilà, je voulais qu'on me voie, donc bah, je savais ce que je faisais, que je m'exposais, et que bon, bon, ils n'ont pas dit limite de la fermer, mais tu sentais que c'était un peu, tu as montré ta poitrine, laisse-nous regarder. Alors qu'en fait, l'habit, c'était juste un Madonna, bon, genre un seul bras qui ne montrait pas mon corps, juste que en parlant, je bougeais, j'ai beaucoup de gestuels quand je parle, et apparemment, ma poitrine aurait eu des remous, et que voilà, donc il y a eu beaucoup de commentaires sous la vidéo, donc je me suis retrouvée à rapidement passer mon compte sur privé. Il faut savoir qu'au début, mon compte n'était pas en privé. C'était un compte créateur, donc j'ai dû rapidement passer en privé pour limiter les dégâts. Ensuite, j'ai dû bloquer les commentaires sous la vidéo après, je pense, 24-48 heures, parce qu'il y a eu à un moment donné des connaissances filles à moi ont intervenu dans les commentaires pour dire aux hommes qu'on ne connaissait absolument pas d'arrêter de travestir ce qui était dit, de se concentrer sur le message en soi. Et je l'ai passé aussi en privé pour éviter en fait de recevoir les messages directement, parce que à peine tu sors d'Instagram, 5-10 minutes après, tu reviens, tu as plusieurs likes, tu as des messages, des dizaines de messages de gens de tout type de profil qui... Est-ce que tu es célibataire? Quand est-ce qu'on peut se voir? Mon prochain tour sur Lomé, on se voit. Enfin, il y a eu plein de choses, quoi. Donc, je suis passée en privé et il faut dire que j'ai eu la chance d'avoir les pieds ancrés dans la réalité, parce que Dans je là? me suis dit, bon, dans Dans la là? réalité, genre, dans Ok, la réalité, parce que ok. Instagram n'est pas la vraie vie. Et sur le coup, je pense que je sais pas comment j'ai pu faire ça. Peut-être c'est à force d'entendre ces genres d'histoires, mais j'ai quand même pu ne pas trop essayer de me laisser impacter, même si, enfin, je pensais que la vague allait passer 24-48 heures après les abonnements, les likes et tout ça, tout ça, tout ça, et revenir en fait à la petite communauté que j'avais de 700 quelque chose personnes qui étaient abonnées à mon compte et que je connaissais plus ou moins, parce que on a tous grandi dans le même cercle, etc., etc. Et au contraire, en fait, ça n'a fait que grimper, et de 700 quelque chose
je me suis retrouvée je pense actuellement, je suis à 7800 pratiquement d'abonnés. Ok. Oui, ça continue. En fait, c'est ça qui est drôle parce que ça continue. Depuis nos premiers échanges, ça continue encore. Et la vidéo initiale, actuellement, je pense qu'on a dépassé les 150 000 vues. Euh, je ne sais même pas combien de personnes ont liké. Et ça, en fait, je ne sais pas comment l'algorithme fonctionne, mais ça tourne toujours et les gens tombent dessus, like, etc. Mais jusqu'à présent, je n'ai toujours pas désactivé euh, le blocage de me contacter directement. Donc, après avoir passé le compte en privé 48 heures, je me suis dit que ce n'était pas genre j'allais pas les laisser gagner quelque part. Hmm. Donc, je suis repassée en public, on va dire, en compte de créateur. Et j'ai essayé, disons, de passer des communiqués sur mes stories en disant que, bon, voilà, j'ai d'abord commencé par exposer les messages que je recevais en privé en me disant que, en exposant, en affichant les gens comme ça en public, ça allait limiter la casse et décourager les gens. Mais non, ils ont continué, des fois même pire en fait que ça. Donc, je pense que c'est traumatisant. Au départ, je ne pensais pas, je ne mettais pas les mots dessus en pensant, ah, peut-être c'est du cyberharcèlement ou pas. C'est en discutant un peu avec Martel et trucs là que je me suis dit, ah, ok, peut-être que c'est ça. Mais fondamentalement, c'est bizarre en tant que femme, c'est bizarre de se retrouver en fait à poster quelque chose sur une bonne idée et à se retrouver en fait à prendre cette vague de réaction. Bon, je me suis dit que il y a des gens qui vivent pire, hommes comme femmes, et que encore moi, c'est pas genre les gens sont pas allés, enfin ça s'est pas transformé en fight au point où je dois carrément supprimer mon compte, etc., etc. Mais n'empêche que c'est déstabilisant quand même, jusqu'au point où dans la vraie vie, il y a des gens que je ne connaissais pas personnellement qui ont vu la vidéo et qui à certains moments, on s'est croisés comme ça au hasard, m'ont dit, ah, et moi, quand est-ce que tu passes me faire ma photo à moi? Des hommes, en l'occurrence, ou d'autres personnes qui, dans des administrations publiques, dans l'exercice de mes fonctions, m'ont reconnu. Ah, toi, je t'ai pas vu sur une vidéo de la dernière fois en passant. Donc, en vrai, quelque part, c'est un peu terrifiant parce qu'il y en a même qui sont allés jusqu'à chercher mon adresse email professionnelle pour m'écrire dessus par rapport à un certain post que j'aurais fait sur mon compte Instagram. Donc, c'est allé jusque-là. Et j'ai dû réagir assez strictement, de façon très stricte, en disant à la personne, c'est hyper déplacé, c'est une violation de mon espace, de mon intimité. Et j'ai dû faire un post sur mon Instagram pour dire, le prochain qui va se permettre ce genre de choses, il va avoir affaire avec la loi. Et il faut dire que je me suis sentie assez désemparée parce que quand la chose se passait, malgré que la plateforme avait mis à disposition des outils comme bloquer certains mots, euh, passer en privé pour pouvoir sélectionner à qui je m'abonne, pour limiter les dégâts, bloquer le fait qu'on puisse m'écrire directement, etc. Il n'y a pas tu n'as pas l'impression de pouvoir réellement agir ou te protéger parce que les gens trouvent toujours des moyens de contourner. Par exemple, les mots. Moi, j'ai bloqué certains mots en liaison avec la poitrine, mais eux, ils ont trouvé d'autres mots qu'ils pouvaient dire et qui pouvaient pas, enfin, qui pouvaient apparaître parce que c'est pas ce que moi j'ai mis comme mot. Et au-delà de ça, ils sont remontés jusqu'au début de mon compte. Même actuellement, aujourd'hui encore, j'ai eu ce truc-là les toutes premières photos que j'avais postées, parce qu'il faut savoir que je fais beaucoup de photos, je poste beaucoup parce que c'est ma façon à moi de m'exprimer, d'exister artistiquement. Et les gens sont remontés jusqu'à ces photos-là. Certains ont laissé des commentaires sur certaines vidéos, certaines photos. Euh, J'essaie de comprendre, j'essaie de me dire, parce qu'il y a aussi le côté récupération où il y a des comptes masculins qui ont repris en fait euh,
mes publications photos, mes créations photos dans leur story, repartager, au point où j'ai dû bloquer aussi ce truc-là de pouvoir repartager ce que moi j'aurais publié, que ce soit en story ou juste voilà republier en fait. C'était genre bon, enfin c'était pas forcément non plus des comptes qui étaient artistiques, donc là c'était vraiment genre une impression de je reposte une femme pour éventuellement avoir de l'audience, je pense. Et il y a certains qui sont même allés jusqu'à chercher les autres comptes que j'administre dans le compte de mes activités culturelles, à savoir que j'organise des événements culturels, etc. Donc il y a des pages dédiées à ces événements-là avec lesquelles j'ai fait des publications en partenariat. Donc en fait, ils sont allés jusque checker les autres comptes avec lesquels j'ai pu faire des partenariats pour laisser des messages à ces comptes-là, soit disant en fait que ils voulaient entrer en contact avec moi. Donc Wow. Donc, c'est- en fait, si je comprends bien, un contenu initialement porté et exclusivement porté sur ton amour pour la photographie devient viral, on ne sait comment. Et soudain, on se retrouve avec des personnes qui deviennent tout de suite sourdes ou ne comprennent plus français, parce que j'imagine que tu as publié en français, et ne se concentrent que sur tes attributs physiques. Soudain, ce sont des messages désobligeants et irrespectueux que tu reçois à répétition. Ce sont des gens qui viennent te dire comment tu dois t'habiller. Ce sont des gens qui, tu m'as fait un tout petit peu sourire quand tu évoquais le fait que bah, tu t'es dit au début que, bah, en tout cas, c'est Instagram, ça va passer, c'est pas la vraie vie. Mais finalement, ce sont des gens qui sortent d'Instagram et te cherchent dans la vraie vie à travers ton adresse mail professionnelle et t'envoient des messages pour faire connaissance. Ce sont des gens qui finalement te reconnaissent dans la rue et te demandent peut-être de façon un tout petit peu sournoise, bah, c'est quand que tu viens me prendre en photo, moi? Et j'imagine que c'était des hommes, pas des femmes. c'est ça, c'est exact. Là, franchement, moi j'appelais c'est une forme de, vraiment c'est un cas pour moi de cyberharcèlement. Parce que voilà, qui dit cyberharcèlement parle de harcèlement sur Internet avec la diffusion massive et instantanée de messages. Et voilà, cela prend plusieurs formes, hein. Ce qui va de sollicitation sexuelle non souhaitée ou le partage voilà, de contenu personnel sans autorisation ou de contenu violent ou humiliant, etc. Et là encore, tu as aussi évoqué le fait que voilà, ton contenu, ta vidéo était récupérée par des comptes masculins et repostée sur d'autres comptes pour des objectifs complètement différents et pas forcément valorisant pour ta personne et l'image que tu veux donner de toi-même sur les réseaux. Alors là, franchement, une question toute bête qui me vient, c'est comment est-ce que tu te sens quand tu traverses tout ça? Comment est-ce qu'on se sent? Je pense qu'on se pose d'abord la question de savoir est-ce que c'est réel tout ce qui se passe. Parce que Hmm. c'est virtuel. On comprend pas forcément, on se dit, bon, ok, c'est de l'attention. D'abord, c'est quel genre. Moi, personnellement, je me suis demandé, ok, genre, peut-être que tout ça fera la vague, mais il y aura au moins une ou deux personnes qui seront réellement intéressées. Donc, restons concentrés sur l'objectif de la chose. Mais à un moment donné, tu réalises que l'attention que tu reçois n'est pas forcément celle souhaitée et que c'est surtout quelque chose de néfaste à un moment donné parce que c'est de l'objectisation, de la sexualisation, alors que de base, toi, t'as pas demandé ça en fait. Hmm. Et très vite, si on ne sait pas faire, on risque de glisser vers ce truc de ok, je ne suis, enfin, toute attention est bonne à prendre. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont retrouvées dans ce truc de ce que je dis, ce qui est censé, ce qui est logique, ce qui a de la valeur, qui est le message en soi n'est pas accueilli et voilà. Donc je vais profiter de l'attention de ce qu'on me donne par rapport à mon physique pour capitaliser dessus quelque part. Et je pense que moi je ne voulais
sûrement pas ça, parce que je sais que je ne suis pas seulement euh, mon corps, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu que je me dise, Clémence, Instagram, c'est Instagram. Tu ne connais pas ces gens-là, même si ça fait mal et que tu dois t'armer de beaucoup de courage et tout. J'ai même pensé à un moment donné à me retirer carrément des réseaux pour avoir la paix. Parce qu'à un moment donné, après le fait d'en avoir parlé autour de moi et tout, même après avoir échangé avec toi, il y a eu encore d'autres cas en fait qui ont fait qu'à un moment donné, j'étais tellement épuisée que je pense que j'ai même dit à Martel que je voulais me retirer des réseaux. Genre, franchement, parce qu'à un moment donné, tu déploies de l'énergie pour te protéger. Et en fait, tu ne sais même pas si la protection est vraiment efficace ou efficiente parce que c'est des gens de tous horizons. C'est des personnes, c'est en meute en fait. Tu peux pas trouver quelqu'un genre, ah ok, ça c'est toi et contre toi, je vais pouvoir faire quelque chose. Non. Et au-delà de ça, il y a aussi le regard que tu portes sur toi-même. Genre, est-ce que je suis juste une part de ça? Est-ce que je suis vraiment ce que ils disent que je fais ou je suis sur la vidéo dont je m'expose parce qu'il y a malheureusement d'autres femmes qui font réellement ça sur les réseaux ou est-ce que je suis moi? Enfin, je pense qu'il y a tous ces questionnements-là et je pense qu'on se sent en besoin d'être vraiment soutenu dans la vie réelle par les gens autour de soi qui nous connaissent vraiment. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même un réseau de personnes très présentes et solidaires qui, qui des fois me faisait des blagues du genre on, on fait une prière genre Yesu donné Diwashi. Enfin, des blagues comme ça, le feu de Dieu sur eux, des trucs comme ça pour relativiser quand même la chose, pour que ça soit pas vraiment lourd, je pense. Et bon, Mm. je pense qu'on essaie juste Moi, j'ai essayé de me détacher le plus possible et de Mm. me dire, je prends les photos, je crée ce que je crée parce que j'aime créer. J'aime le moment où une idée se concrétise et vient à la vie. Et c'est pas le moment où quelqu'un apprécie ou commente ou voilà, qui est le plus important. Et peu importe ce qu'on va penser, bah, ils penseront ce qu'ils penseront tant que moi, je sais qui je suis. Moi, j'ai essayé de faire ce travail-là, mais franchement, c'est pas évident. Ça m'a pris quand même plusieurs semaines de me dire, OK. Et je pense Mm. que quelque part aussi, si on ne sait pas faire, on devient rapidement addict au ah, est-ce que quelqu'un s'est abonné, quelqu'un s'est pas abonné, est-ce que ça que j'ai publié, voilà. Parce qu'à un moment donné, euh, je devais même faire attention. Je pense que c'est devenu assez inconscient, puis j'ai conscientisé ça à qu'est-ce que je poste qu'est-ce que je mets pour créer mes photos, est-ce que je poste une photo ou pas. Enfin, je pense qu'il y a eu ce truc-là de faire attention pour ne pas que ça prête à confusion ou que ça attire encore les mauvaises personnes quelque part. Et c'est de l'hypervigilance qui épuise aussi, je pense. Donc, il y a tout un tas d'émotions, tout un tas de réflexes que tu as acquiert. Je pense qu'il y a aussi de l'anxiété quelque part un peu, ou de si je pose ça, ça va encore créer ça, donc je pose pas. Il y a plein de photos que j'ai prises en temps que je voulais poster, mais à chaque fois, il y a cette question de si je pose ça précisément, il va y avoir encore cette vague-là. Donc, vas-y, je poste pas des fois. D'autres fois, je me dis, ok, je m'en fous, je pose parce que je représente quand même euh, une existence parmi tant d'autres sur l'espace public numérique et peut-être des femmes ou des gens s'identifient à ça et qu'il ne faudrait pas empêcher ces personnes de pouvoir avoir une réelle représentation juste parce que voilà quoi. Donc je pense qu'il y a toute cette conscience de tout ce qui se joue autour, pour moi en tout cas, parce que je suis très analyste et je réalise bien qu'il y a beaucoup plus d'enjeux au-delà de juste ma petite personne en fait. Et je pense qu'on essaie de faire ce qu'on peut avec les moyens et les ressources qu'on a psychologiquement, émotionnellement et affectivement avec la vraie vie. Et Mm. on essaie de garder pied sur le monde réel, quoi. Mm. Méta, Mm. c'est pas la vie. Ouais, effectivement. En tout cas, comment dire, tu as raison de ne pas donner raison aux personnes qui se rendent coupables de ce type d'agissement. Et c'est vraiment triste et dommage que tu aies eu à te poser cette question de
Est-ce que, voilà, je me retire? Est-ce que je reste? C'est triste que très souvent aujourd'hui, tu aies à te demander, est-ce que je poste ceci? Est-ce que cela ne va pas être interprété de manière complètement tordue? Et c'est pour ça aussi que c'est important pour nous d'avoir cet échange-là pour montrer aux gens que notre impact, notre, comment dire, notre comportement sur les réseaux a un impact sur la vie des gens. Du coup, nous devons nous sensibiliser encore et encore à des comportements beaucoup plus respectueux, responsables, qui, voilà, n'entachent pas la liberté d'expression et de représentation de tout un chacun sur les réseaux. Donc, au-delà de ça, nous, à travers ce podcast, on fait cet exercice-là. Mais au-delà de ça, quelque part, Clémence, tout à l'heure, tu m'as disais que quelques jours après le début de l'avalanche, tu as décidé de prendre le taureau par les cornes et tu t'es dit, je reviens. Et je poste telle personne qui m'envoie des messages désobligeants. Je dis, la prochaine fois que quelqu'un ose se comporter comme ceci, il aura affaire à la loi. Maintenant, je vais te poser une question fermée à laquelle tu me répondras juste par oui ou par non. Lorsque tu postes ce message et tu demandes, en tout cas, tu déclares que la prochaine personne qui m'envoie un tel message aura affaire à la loi, est-ce que tu as idée de leviers juridiques, légaux que tu peux activer pour, voilà, te parer à cette situation-là et l'affronter? Non, Non. à ce moment-là, non, j'en avais pas. En ce moment-là, non. Et après, du coup, je me dis, plusieurs personnes peut-être peuvent se retrouver dans cette situation et ne pas avoir les clés, ne pas savoir vers qui se tourner, que faire et peut-être même quelles mesures prendre. Du coup, par rapport à ça, avec l'accord de Clémence, nous avons essayé de faire intervenir, de faire venir une très bonne connaissance à nous, Monsieur Martel Cotor, juriste de formation, qui voilà est sensibilisé en tout cas, qui connaît très bien l'affaire et voilà qui a bien voulu venir partager un peu de sa lumière avec nous sur justement comment dire les dispositions légales juridiques que nous avons ou dont nous disposons au Togo pour nous parer à ce type de situation. Donc déjà Monsieur Martel Cotor, bonjour et comment vous allez? Bonjour, je vais super bien, j'espère que vous aussi. Oui, ça va, merci. En tout cas, merci de prendre le temps de partager un tout petit peu voilà, avec nous. Je pense que tu es très bien sensibilisé en fait à cette histoire, hein. On va pas refaire tout le film, mais moi je vais te poser directement en fait la question et puis je te laisse comment dire nous entretenir en quelques minutes. Euh, Dans une situation comme celle de Clémence. Qu'est-ce qu'on fait? Genre déjà, est-ce qu'au Togo, il y a des lois qui nous permettent, en tout cas, ou bien qui condamnent ce type d'agissement, qui condamnent le cyberharcèlement? Quelles sont ces lois-là? Ou s'il n'y en a pas, à quoi est-ce que, comment dire, à quel type de loi est-ce que nous pouvons nous référer? Est-ce qu'il y a, comment dire, des services spécifiques auxquels une victime de cyberharcèlement peut se rendre, vers lesquels plutôt, vers laquelle si une victime de cyberharcèlement peut se rendre pour chercher assistance. Est-ce que, voilà, il y a des associations, etc. On veut tout savoir. Donc, dis-nous s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Coton Martel, juriste. Et ce soir, comme tu l'as dit, j'essaie d'intervenir sur cette question du cyberharcèlement. Alors, dans ce cas précis et dans notre législation togolaise, malheureusement, il n'y a pas de loi sur le cyberharcèlement. Par contre, d'une manière ou d'une autre, on peut s'accrocher à d'autres portions de la loi pour gérer ce genre de situation. Et la première, qui va être essentiellement pénale, est plus liée à des histoires de diffamation. Et quelque part, le cyberharcèlement peut être aussi de la diffamation au vu des détruements que vont subir ou bien qu'ont subi les vidéos qu'elle a postées au vu de la manière dont va être traitée la considération qu'on apporte à la victime par les harceleurs, bien sûr. Et donc, globalement, dans la loi togolaise, on a l'article 290
qui va nous dire que toute personne qui, publiquement, peu importe le moyen de communication, va imputer à autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, commet une infraction de diffamation et la peine est de 1 à 6 mois, oui, avec sursis, une amende de 500 000 à 200 millions. À 200 millions. Oui, oui, à Ah oui, 200. quand même. Ouais. Non, attends, non, c'est à 2 millions. À 2 millions. C'est un peu trop pour le coup. Non, c'est une Mais on peut amende le de. mettre à 200 millions, hein, ça passe très bien On peut, aussi. on peut aussi le mettre à 200 millions. Écoute, si on accumule toutes ces personnes qui viennent en meute, donc, Ah ouais. oui, globalement, ça va être la première loi à laquelle on peut s'accrocher, qui peut nous servir de guidon pour voir plus clair dans cette notion. Parce que ça va être, enfin, ce cyberharcèlement est constitutif d'une atteinte à l'honneur. La seconde loi qui pourrait nous être utile dans ce genre de cas, ça va être l'article 1384. Enfin, le code civil qu'on utilise, c'est le code civil français, mais certains articles restent inchangés chez nous parce qu'on n'importe pas tout ce qui va être loi française non plus. Donc, on retrouve l'article 1984 qui nous dit que tu fais quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer. C'est-à-dire concrètement, quand tu vas poser une action, peu importe la nature de l'action, pour qu'elle cause à quelqu'un d'autre, à un tiers, un dommage quelconque, que ce soit physique, que ce soit moral, le potentiel coupable est appelé à réparation de cela et donc globalement à répondre de l'acte qu'il a posé aussi. Ça va être ces deux articles-là sur lesquels on peut principalement se fonder pour intenter des actions en justice contre le cyberharcèlement. Parce qu'il n'y a pas réellement de loi, comme je l'avais dit, qui gère cette situation-là. Ok. Maintenant, en ce qui concerne les services auxquels on peut se référer, la porte d'entrée de la recherche, de la justice reste la gendarmerie et ou la police. Maintenant, étant donné que dans notre milieu, ces faits sont quand même très, je le dis comme ça, abstraits, il se pourrait que ces affaires-là ne soient pas les plus importantes pour la police, malheureusement. Le recours qui nous reste plutôt, serait aussi peut-être de directement saisir le procureur de la République parce qu'il est garant aussi de l'intégrité de chaque citoyen, du moins de la réparation de chaque citoyen vis-à-vis des circonstances qui mettent à mal sa personne de manière juridique. Maintenant, Alors, au-delà de ça, en fait, oui. du coup, moi, j'ai une question toute bête. Comment est-ce qu'on saisit un procureur de la République? Pour moi, ça semble le procureur, c'est le procureur. Du coup, moi, citoyen lambda, je peux saisir le procureur. Je fais comment, précisément? Alors, c'est vrai que quand on dit procureur de la République, on a l'impression que c'est quand même très, 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 très loin. Pour saisir le procureur de la République, on lui adresse une lettre, enfin une plainte. Vous Hmm. l'écrivez et il a une direction où vous pouvez aller et où vous pouvez déposer votre requête. Hmm. Oui, aussi Mais, simplement que ça. Oui. d'accord, du coup, cela me semble très simple. Mais étant donné que sous nos cieux, peut-être qu'au niveau du commissariat, l'attention souhaitée ne sera pas donnée à notre dépôt de plainte, qu'est-ce qui nous garantit que le procureur de la République, lui, y accordera l'attention que nous voulons? Et si des deux côtés, nous n'avons pas la garantie de recevoir cette attention, pourquoi est-ce que ce serait toujours, à quoi cela vaudrait ou à quoi bon en fait déposer plainte si peut-être D'accord. l'issue ne va pas aboutir? D'accord. Alors, c'est vrai
que le procureur général a quand même le, le choix, je le dis de manière très simple comme ça, d'ouvrir une enquête ou d'engager des poursuites une fois votre plainte reçue. Et rien ne vous garantit que ce sera fait, parce qu'il y aura peut-être d'autres affaires qui seront plus importantes. Il y aura aussi des manquements peut-être dans ce que vous avancez comme plainte, parce qu'il faut savoir que retracer l'identité des personnes sur les réseaux sociaux peut être quelque chose d'un peu compliqué quand même. Et malheureusement, ça va rester à la charge de la victime de ramener les preuves et peut-être de permettre l'identification de, de l'harceleur ou bien des harceleurs dans cette situation. Et maintenant, si malheureusement, enfin, ces voies-là ne sont pas praticables ou du moins elles nous paraissent très, très lointaines et pas assez efficaces par rapport à ce qu'on ressent, et on a toujours les ONG et les services des organismes qui accompagnent les personnes. Il n'y a pas d'organisme propre à l'idée de combattre le cyberharcèlement, mais on a des collectifs, on a des ONG internationaux qui œuvrent dans ce genre de démarche de simplement, de simplement protéger la personne quand elle subit ce genre d'attaque. Donc, on peut se référer au CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, qui est un réseau d'associations engagées dans la défense et la promotion des droits humains. On peut toujours aussi se référer à Amnesty International, qui peut toujours aussi nous aider à chercher une forme de justice, une forme de correction dans ce qu'on subit. Et il y a toujours Girl Motion, ça va spécifiquement être pour les filles qui vont être soumises à ce genre d'attaques sur les réseaux. Et je le redis encore une fois, ce n'est pas des organismes qui sont essentiellement basés sur cette position de cyberharcèlement. Mais étant donné que ce sont des organismes qui œuvrent contre les violences basées sur le genre, qui œuvrent pour la reconnaissance des droits humains, ça peut être un bon point d'ancrage pour essayer de trouver une solution ou de trouver la justice. Ok. Donc voilà. En tout cas, merci pour ces éléments, Martel. Je vais revenir vers toi, Clémence. Euh, Peut-être au moment où tout ça t'arrive, tu n'avais peut-être pas, voilà, tous ces éléments en tête. Bon, peut-être l'idée comme ça de se référer à la loi sans vraiment savoir comment précisément, à part peut-être déposer une plainte et tout. Mais maintenant, moi, j'ai envie de te demander, peut-être avec le temps, en faisant un peu tes recherches, en échangeant éventuellement avec Martel, tu as pu, comment dire, découvrir en tout cas ces leviers-là que tu pouvais, ces leviers sur le plan légal, juridique, que tu pouvais peut-être activer pour donner suite en tout cas à la résolution de ce que tu vivais. Du coup, moi, ce que je vais te demander, c'est de savoir si effectivement ces suggestions, ces conseils, ces leviers ont pu t'aider d'une façon ou d'une autre, ou alternativement, comment est-ce que tu as continué en tout cas, comment dire, à voilà, peut-être te battre ou te défendre pour obtenir peut-être réparation ou un peu de répit dans cette affaire-là, au-delà de tout ce que tu as déjà cité comme, comme action que tu as eu à mener comment dire, sur Internet pour restreindre en tout cas, comment dire, l'avalanche de commentaires que tu recevais. Euh, Merci Martel pour à nouveau ces éclaircissements. Il faut savoir que, comme il a expliqué un peu, c'est difficile d'identifier, on va dire, les gens sur les réseaux. Et vu que c'est des personnes à l'autre bout du monde qui sont pas forcément même sur le continent africain, le fait de vouloir faire ces démarches-là, que ce soit au niveau du procureur ou de nos commissariats ici, je trouve que ça aurait été de l'énergie jetée en l'air pour peut-être des personnes qui n'en valent pas la peine. Donc, je me suis pas
encore rapproché des organismes à l'instar de CACIT, Amnesty International, etc. Parce que malheureusement, j'ai des obligations qui ne me laissent pas forcément du temps pour pouvoir agir sur cette question-là, dans ce sens-là. Mm. Mais je pense que pour l'instant, je me limite encore une fois à ce qui est prévu par la plateforme Instagram en attendant d'avoir, je vais dire, le temps éventuellement. Mais la question surtout est, est-ce que je veux utiliser l'énergie que j'ai dans ce sens-là, ou est-ce que je préfère la concentrer pour continuer de créer plutôt, et d'apporter une réelle valeur aux personnes qui me suivent. Là, je pense que entre-temps, j'avais encore laissé un peu la possibilité à des comptes que je ne suis pas forcément de pouvoir me contacter. Mais là, j'ai carrément vraiment supprimé l'accès totalement. Et je pense qu'inconsciemment, j'essaie de moins passer aussi du temps sur Instagram à lire les commentaires ou à lire les messages, tout simplement. Donc voilà. Il faut dans la vraie vie du temps, de l'énergie, de l'argent aussi à un certain moment pour intenter les actions. Si c'était des personnes sur le territoire togolais, ça aurait été un peu plus évident. Mais vu que c'est des gens de par le monde, Europe, Amérique, Asie, etc., c'est pas... enfin, il faut le cardio et franchement, je Mm. préfère investir mon énergie dans autre chose que ça. La technique ultime, c'est de ne pas forcément faire attention, de ne pas tout le temps vouloir répondre ou s'expliquer ou se justifier et essayer autant que se peut de ne pas laisser ces choses-là impacter la création et oser quand même être soi, continuer d'oser être soi en attendant de pouvoir effectivement, dans la mesure du possible, faire recours à ces organismes et à ces agences dont Martel a parlé. Éventuellement, je me dis ça serait intéressant que des associations comme la vôtre, au-delà du podcast, ou comme je sais la GIZ avec l'Agence nationale du numérique au Togo organise des ateliers ou des sensibilisations, ce serait intéressant que vous puissiez aussi aller sur ce terrain-là, pas en termes uniquement de sensibilisation, mais en termes de dispositifs et d'accompagnement pour pouvoir réellement les activer, les actionner. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mm. Effectivement, je pense que nous, de notre côté, nous avons aussi ce devoir-là de faire notre part et nous essayerons toujours. Malheureusement, comme tu le disais, ça reste quand même assez difficile de peut-être déposer des plaintes qui vont être écoutées chez nous, alors que voilà, les potentiels ou en tout cas les personnes accusées sont à 1000 lieues de là où nous nous retrouvons. Cela pose aussi la question de comment est-ce que le droit international et à l'échelle africaine ou à l'échelle continentale peut essayer voilà, de toucher à ces questions-là et de les résoudre. Du coup, ça, c'est peut-être une question qui nous dépasse et auquel nous n'aurons pas forcément le temps de répondre, mais on touche du point, on la touche du point et puis on essaye peut-être aussi d'attirer l'attention, voilà, des responsables politiques et puis des personnes, des autorités compétentes pour que, voilà, genre, ce type de questions-là puisse être abordé à l'avenir. En tout cas, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on s'était déjà dit précédemment en off, c'est que même si les chances d'aboutir pour ce type de plainte sont minces sous nos cieux aujourd'hui, il est peut-être toujours important de porter plainte parce que c'est l'addition et l'accumulation des plaintes qui vont peut-être finir par attirer l'attention des autorités compétentes et peut-être faire en sorte que les lignes puissent bouger à l'avenir. Martel, c'est un peu ça, non? Et tu enchaînes avec ton mot de fin pour qu'on puisse se dire au revoir. Oui, c'est tout à fait ça. Se retenir de porter plainte ou de faire des actions en justice, c'est retarder le moyen d'identifier qu'il y a un problème
et de mettre en place des services et des compétences pour régler cela. Mm. Une plainte comporte et qui n'est pas forcément traitée sur le coup n'est pas perdue parce que au fur et à mesure, enfin, il y a un partenariat qui se crée et ça aide à l'identification de ces cas-là et essaie de mettre en place ce qu'il faut pour lutter contre. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude sous nos cieux, mais il ne faudrait pas se priver de le faire. Peu importe les doutes, peu importe l'énergie que ça pourrait vous coûter, au moins, ne serait-ce que faire savoir que vous avez subi un truc et qu'au jeu de la loi, c'est un truc punissable. Mm. Et pour clore, je dirais merci de mettre en place ce genre de podcast, d'initiative, parce que ça aide à ouvrir la connaissance de beaucoup de personnes sur des sujets que très souvent on passe à la trappe et face auxquels on se dit c'est pas grave, ça arrive, de passer à autre chose. Donc, beaucoup de courage aux personnes qui subissent ça, essayez d'en parler et essayez surtout, si possible, de ne pas vous laisser identifier par cela, parce que des personnes qui vous harcèlent en ligne, ils, ils sont surtout là pour nourrir leur mauvaise manière d'être. Donc, vous n'avez pas à vous identifier à ce qu'ils vous disent et à comment ils vous traitent. Donc, beaucoup de courage et on espère qu'à l'avenir, les choses seront beaucoup plus simples à traiter. Mm. Effectivement, Martel, merci beaucoup à toi. Tu l'as très bien dit, il ne faut pas que les victimes se laissent abattre par les commentaires désobligeants des personnes sur Internet qui souvent ne font que montre de leurs propres insécurités. Et du coup, je me tourne vers toi, Clémence, pour te remercier aussi pour le temps et peut-être te demander un petit mot de fin. Moi, je dirais tout simplement, tous comme Clémence, ne nous laissons pas abattre à nouveau, faisons comme Clémence, postons, restons sur les réseaux et exprimons-nous comme nous voulons nous exprimer dans le respect des autres. Et puis voilà, Clémence, du coup, qu'est-ce que tu as à dire pour clore cet échange? Bah, merci à toi, Marek, et merci à Martel aussi pour l'éclaircissement. Vous avez tout dit. Osons, continuons d'oser être nous et Meta n'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est hors de nos téléphones, des réseaux et essayons de vivre dans la vraie vie. Et gardons en tête que le plus important, c'est le plaisir de créer et de poursuivre nos passions, tout simplement. Peu importe ce que les haineux et les insécures en ligne vont faire ou dire, tout simplement. Hmm. Alors, osons, vivons dans la vraie vie. Le méta, c'est pas la vraie vie, mais n'oublions surtout pas que nos comportements sur le méta peuvent impacter la vraie vie des gens. Donc, il va de soi que nous devions en tout temps et en tout lieu, notamment sur les réseaux sociaux, tenir des comportements responsables pour un environnement numérique sûr, sécurisé pour tout le monde. Du coup, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir passé ce bout de temps avec nous. C'était un véritable plaisir. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous un de ces jours pour de nouvelles épisodes, de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, dépendamment du moment où vous nous écoutez. Portez-vous bien chez vous et à très vite. Ciao.